Alors, nous sommes en direct sur Facebook. On va attendre que quelques personnes se joignent à nous. Ça a passé une belle journée, Véronica? Oui, super. Écoute, Génial. ouais, sous la terrasse, avec mon chapeau déjà, hein, bien préparé, comme si c'était l'été, quoi. Comme s'il faisait Oui, 25. maison. Je suis Ouais. encore avec mes équipements printaniers, mon foulard, juste au cas où il recommence à faire un peu froid. Mais ils annoncent quand même 20 ce week-end, donc je pense que ça devrait être chaud. Mais il n'y a plus de neige là-bas à Bromont, hein. Bon, il reste. Ah, je t'ai perdu. Est-ce que Ah, tu as entendu ça couper, je pense? ça coupait, ouais. Oui, c'est ça. Donc, il y a de la neige encore dans la montagne, mais la période de ski est vraiment terminée. Il fait trop chaud pour pouvoir aller faire du ski, là. Toi, tu es à Montréal, je pense, c'est Oui, ça? ouais. Super. Donc maintenant, les jardins botaniques, ce matin, je suis allée marcher au jardin botanique, puis il avait déjà la pelouse. Et Wow. les oies qui sont déjà revenus, ils étaient déjà en train de manger la pelouse, donc c'était des très bons signes. Vraiment, c'est Ouais, vraiment génial. ouais. On revit vraiment au printemps là, avec le soleil, le bon temps. Donc, je vais regarder si on a des gens qui s'est connectés avec nous. On va attendre un peu. Peut-être que les gens sont en train de faire les barbecues justement à l'extérieur. Il fait tellement beau. Donc ce soir, on va déguster deux vins de la maison Fernandez Rivera. Donc, on a Véronica Ruiz qui est avec nous ce soir. Donc, Véronica qui est directrice export pour l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Oui. Très contente que tu sois avec nous ce soir pour nous parler un peu de la maison, de la grande maison, en fait, située en Espagne dans la Ribera del Duero. Donc, en français, la haute vallée du Douro. Donc, c'est une vallée qui est située plus en haute altitude en Espagne, vraiment avec un terroir très unique, microclimat qu'on pourrait appeler. Et c'est une rivière qui s'appelle justement la rivière du Douro qui va jusqu'au Portugal, si je ne me Oui. trompe pas. Donc, c'est assez particulier. On a juste deux vins avec nous, mais on va quand même parler beaucoup de l'histoire de la maison. C'est une maison que je connais pas très, très bien. Je connaissais évidemment les vins, beaucoup le Tinto Pesquera, qui est un des flagships, comme on appelle, une des cuvées les plus connues de la maison. J'avais goûté aussi des vieux millésimes parce que c'est des vins qui vieillissent très, très longtemps, là, en 10 à 30 ans, même plus longtemps que ça. C'est juste qu'on garde pas le vin aussi longtemps maintenant. Mais c'est vraiment des vins faits plus de façon traditionnelle et faits pour la cave, mais aussi qu'on peut apprécier en jeunesse, de plus en plus en jeunesse. Donc, je pense qu'on va commencer le live tout de suite. Donc, je vais juste te demander peut-être de présenter un peu la maison, l'histoire aussi, parce avant de s'appeler Familia Fernandez Rivera, c'était le Grupo Pesquera. Oui. Euh, Pourquoi ça a changé de nom et combien il y a de maisons, etc., etc. Merci. Mais tu vois, le groupe Pesquera a commencé en 1972. Et bon, il y a la famille Fernandez, ils sont Tinto Pesquera et Condado de Asa qui sont dans la Ribera del Duero. OK. Après, nous avons à la Mancha el Vínculo, qui ça veut dire les liens entre tous les autres projets. Puis de Oui. esa la Granja aussi, c'est un projet très, très spécial que peut-être on va voir un de ces jours le plaisir de les déguster ensemble. Donc, c'est un total de 4 domaines pour la famille, mais ils ont commencé avec Tito Pesquera. Et comment la compagnie s'appelait Grupo Pesquera, où ils ont remarqué qu'avec les années, ça fait les noms corporatifs de la compagnie a fait un sacré job pour faire connaître le Tinto Pesquera, évidemment, mais pas pour Oui. les autres cuvées. Donc, maintenant, c'est Familia Fernandez Rivera parce qu'ils voudraient mettre, tu sais, sur le même chapeau, mettre les 4 domaines et Oui. bien sûr mettre en évidence le travail de toute la famille, que maintenant, c'est la 12e génération, donc Olga Maricruz et Lucia, qui sont la 12e génération de la famille, et la 3e génération qui rejoint maintenant la business, puis qui commence à être impliquée sérieusement dans les décisions et tout ça. Donc, et dernièrement, on a changé toutes les étiquettes. Au Québec, ça va changer, toutes nos étiquettes seront changées pour l'année prochaine, mais OK. Tinto Pesquera a déjà de nouvelles étiquettes. Ah oui. Oui, oui, oui. Maintenant, tu as les deux qui sont anciennes, parce que c'était OK. ça qui était réservé avec la société des alcools, mais l'année prochaine,
on va changer toutes les étiquettes, tout ça, c'est décidé de la nouvelle génération qui sont contents d'être là, puis de mettre un peu de cette, d'avoir un Instagram, d'avoir un nouveau web et tout ça, c'est décidé de la nouvelle génération. J'ai hâte de voir. Est-ce que vous avez déjà fait le lancement? Vous attendez avant de les dévoiler? Ou ça a déjà été dévoilé, les étiquettes? Ça a été déjà dévoilé, oui. Okay. Ici, c'est un peu plus long parce qu'on doit passer par des procédures et tout ça, mais aux États-Unis, on a déjà les nouvelles étiquettes pour tous les vins. En Espagne, c'était fait il y a 1 an déjà, tout ça, les lancements. Donc, mais si, pour l'année prochaine, on va tout avoir ici au Québec aussi. Génial. Donc, avant de poursuivre, je vais vérifier s'il y a des gens qui sont avec nous. Si vous voulez nous écrire, en fait, où est-ce que vous êtes et si vous avez un verre de vin avec vous. Qu'est-ce que vous buvez? Si c'est du Tinto Pesquera ou autre chose. C'est vraiment des vins par excellence pour le barbecue. Avec l'agneau, ça va être fantastique. J'ai vraiment hâte de déguster les produits. J'ai juste senti pour m'assurer qu'il n'y avait pas de défaut. Et aussi, gêne-toi pas, Véronica, si tu vois les commentaires, tu vois que j'échappe quelques questions. C'est toujours difficile de faire les deux en même temps. Ah oui, c'est clair. Hein? De déguster, de parler, puis de lire les commentaires. Oui, hein? Je vois mon ami Marc-André qui est là. Bonsoir Marc-André, fais-nous un petit coucou. Super. Donc, pour ce qui est du domaine, c'est sûr que j'ai fait mes devoirs de recherche. Et puis, il y a le fameux critique, on en parlait un petit peu tout à l'heure avant de rentrer sur le live, le critique Robert Parker, bon, qui était très connu à l'époque parce qu'il mettait des notes sur 100 pour les vins. Il aimait beaucoup les vins très corsés avec beaucoup de corps. Et avec les vins de la famille, on est gâtés, là. En fait, c'est des vins qui sont très structurés. C'est des vins qui ont beaucoup de goût, beaucoup de puissance. Et puis, je crois qu'il avait donné une note ou qu'il avait affirmé, en fait, que les vins de Pesquera étaient comme des grands Bordeaux, en fait. Là. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il avait dit. C'est super important, je pense, cet homme. Je pense que c'était une clé pour entrer vraiment aux États-Unis, pour devenir très, très connu pour les États-Unis. La légende, bon, il m'a raconté que dès qu'il a écrit l'article, en fait, pour résumer, disait que les vins de Tinto Pesquera, ça pourrait être les Petrus de la Ribera del Duero. Oui, c'est ça. Il l'avait comparé au Petrus, c'est quand même pas rien. Un des plus grands vins au monde. Donc, et c'est ce que j'imagine a mis sur la map un peu l'appellation qui était peut-être un peu dans l'ombre de la Rioja, qui était un peu plus connue à l'époque. Parce que toi, l'histoire est très intéressante parce que la famille Fernandez a fait la première. Ils ont commencé la business avec Tinto Pesquera en 1972, mais la première millésime, c'était en 1975. Et l'appellation Ribera del Duero, elle était reconnue comme une appellation en 1982. Donc, on peut dire que la famille avait commencé à faire les vins avant ça. Et en 1985, il y a Parker qui est venu. Mais je pense qu'il est venu parce que c'était une nouvelle appellation, tu vois. Quand il est venu, seulement 3 ans après que l'appellation était reconnue formellement, ça faisait juste 3 ans. Donc, il venait pour voir, bon, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'il y a ici. Et il a découvert les Tinto Pesquera, puis c'est ça, il a écrit que ça pourrait être les Petrus de la Ribera del Duero. Donc, ce qu'il me raconte, c'est qu'après, il ne savait même pas assez de vin pour envoyer aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, tout le monde voulait suivre Parker et acheter ces vins qui pourraient devenir le Petrus. Donc, c'est vrai que dans tes recherches, c'est quelque chose de très, très important pour l'histoire de Tinto Pesquera, c'est sûr. Et est-ce que, parce que, en fait, le winemaker, c'est Alejandro de la famille, c'est toujours lui qui fait les vins? Non, c'est plus lui. Alejandro Fernandez, c'était notre fondateur, un grand visionnaire, hein, évidemment. Un homme, tu sais que c'était la première famille à faire des tempranillos à 100% à la Ribera del Duero. Hein. Mais oui, et en monocépage, ce que je trouve très, très intéressant. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, il faut rester jusqu'à la fin parce que je vais annoncer mon prochain atelier qui va être sur le Tempranillo de la Ribera del Duero. Donc, ça va être un atelier ouvert à tous,
payant où on va vraiment s'attarder sur les particularités du Tempranillo, sur les terroirs et tout ça. Donc, c'est vraiment très intéressant de goûter vraiment là, le cépage de prédilection de ce terroir-là. En assemblage aussi, c'est intéressant. Par contre, vraiment d'avoir 100% les raisins d'un seul cépage, en fait, ça permet de voir vraiment le potentiel du terroir. Mais tu vois, la Ribera del Duero, pour être appelée, pour être reconnue dans l'appellation, il faut respecter, on peut utiliser divers cépages, mais il faut respecter Oui. 75% de Tempranillo, ou bien faire un 100% Tempranillo. Donc, la famille a décidé toujours de faire seulement le Tempranillo parce qu'ils pensent que c'est un super raisin qui a absolument tout, qu'on n'a pas besoin vraiment de faire des blends. Donc, c'était la première famille à faire ça. Puis les rêves, quand ils ont commencé, c'était de vendre un vin partout, qui soit connu par toute la planète. Et aujourd'hui, ils vendent dans 70 pays. 70. Donc les rêves est devenu réalité. Hein, 3 générations après, parce que maintenant, on est rendu à la 3e génération. Et les rêves est réalité. Imagine 70 pays, c'est comme beaucoup. C'est beaucoup et je suis curieuse de savoir les plus gros marchés. Le Québec? Et le Québec, c'est un excellent marché. OK. Mais aussi la Suisse, l'Allemagne, en Europe, c'est important. Mais les États-Unis aussi, c'est un monstre qui boit du Tempranillo. Hein? Donc, les États-Unis, hein? Oui, c'est énorme. Oui, oui, oui. Les marchés des États-Unis sont très importants pour nous aussi. Génial. Donc, on est dans les meilleurs marchés ici au Québec. Mais c'est un des meilleurs marchés, oui, 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 c'est sûr. C'est un marché, ben, au moins au Canada, c'est un marché très important pour nous, oui. Génial. Donc, on a mon ami Christian Néron qui est avec nous, qui est un chef traiteur dans la région, au Lac-Brome. On a JF Saint-Pierre qui est aussi dans le domaine du vin. Il dit « Salutations de Montréal, pas de verre du Duero à la main, mais je trinque à votre santé. » Génial, JF. on est jeudi après tout. J'ai une autre question avant qu'on commence la dégustation. Parce que tu as travaillé à la SAQ pendant quelques années, je pense. Tu as aussi étudié en commerce international. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec cette maison-là? Est-ce que c'est parce que tu les as rencontrés en Espagne? Est-ce que tu as été référé par quelqu'un? Donc, je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé. Mais en fait, j'ai travaillé pour le Monopole 11 ans, hein, pas mal longtemps. Donc, je travaillais dans la logistique, dans les produits de spécialité par l'eau, un peu dans le marketing aussi. Et puis, à un moment donné, je voulais changer, je voulais faire d'autres choses. Puis, je me suis fait une liste de producteurs que j'ai aimés à Bordeaux et en Espagne. À Bordeaux, parce que je travaillais beaucoup avec l'opération de Bordeaux Primeur. Donc, j'avais beaucoup de connaissances à Bordeaux, dans tous les négociants et tout ça. Donc, je suis allée en Espagne avec mon curriculum vitae, mon résumé, puis j'ai cogné des portes. Puis c'est cette porte, je dis, ben, si ça vous intéresse, je suis super motivée. Mais pour moi, c'était super important. Je me disais, si je vais vendre des vins, il faut que ça soit un vin que j'aime. Que ça soit quelque chose, un produit auquel je crois, que je craque vraiment, que ce soit un de mes favoris. Et c'est comme ça que j'ai fait ma liste, juste en prenant en compte des produits qui me parlaient, qui avaient la tradition, qui avaient l'histoire à raconter, et des gens qui sont vraiment passionnés par le terroir pour bien faire les choses, tu vois. Parce qu'on peut avoir aussi le choix d'aller dans les grands volumes, hein, puis probablement avoir un poste avec plus d'argent, je sais pas. C'est deux games vraiment très, très différents quand on travaille dans le domaine du vin. Donc, j'étais là-bas, j'ai passé une entrevue avec eux, j'ai cogné carrément. Hein. Wow. Personne ne savait que je m'amenais, puis j'ai cogné carrément, puis j'ai dit, écoutez, moi, ça m'intéresse beaucoup de travailler pour vous, de travailler pour l'Amérique du Nord. Et puis, ils m'ont dit, pour le moment, on cherche personne, mais tu es bien sympathique, Véronica, et on reste en contact et tout ça. Et, en Espagne? Est-ce que tu étais en Espagne ou c'était par virtuel? Oh mon Dieu, vraiment à non, littéral, hein, j'ai cogné la porte, hein, c'est wow. littéral, oui. Et puis, ben, c'est la porte qui s'est ouverte. J'ai rencontré d'autres personnes dans mes voyages, d'autres domaines, mais c'est eux qui ont décidé. Ils m'ont appelé quelques mois après, je pense 4 mois après, hein, quand même, c'était pas tout de suite. Je suis retournée à mon boulot à la SAC et je continuais ma vie ici. Et après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ben, ça nous intéresse. Et, ben, en fait, parce que mon intention, c'était vraiment de déménager en Espagne, d'aller là-bas. Okay. Et ils m'ont dit, mais nous, ça ne nous intéresse pas quelqu'un qui habite ici, hein, parce que sinon, on engagerait quelqu'un d'ici. Donc, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que tu déménages aux États-Unis carrément.
OK. Donc, tu as Et habité en Floride, je pense. oui, oui, j'étais Donc, là-bas 5 ans. On a déménagé avec mon mari là-bas 5 ans. Et parce que la Floride, c'est un des marchés les plus importants pour nous aussi aux États-Unis. Donc, j'étais là-bas. Et puis, après 5 ans, j'ai trouvé que c'était pas vraiment pour nous. C'est pas une culture qui a les mêmes valeurs que nous avons. Et puis, on est oui. retourné ici. Et c'était pas un problème parce que j'ai allé une semaine par mois aux États-Unis pour travailler avec nos distributeurs et tout ça. Maintenant, tout a changé. Maintenant, je fais tout Oui. virtuel, hein, qui l'aurait Maintenant, cru. tu veux retourner en Floride. Mais bon. Donc, c'est comme ça, c'était ça, une belle histoire. Et je dois dire que je suis super remerciante parce qu'ils m'ont donné l'opportunité. Toi, je connaissais bien les marchés du Canada, mais je connaissais rien sur les marchés des États-Unis. J'avais jamais travaillé là-bas, donc ils ont cru à moi. Et ils m'ont dit, ben oui, on va te faire confiance et on va voir. Ça serait une bonne idée d'avoir quelqu'un sur place vraiment parce qu'ils n'avaient jamais eu une personne qui s'occupait de l'Amérique du Nord à temps complet. OK. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Que C'est ça a génial. commencé cette histoire d'amour. C'est génial. Ça fait 4 ans, c'est ça? Que C'est tu 6 ans maintenant. 6? Wow. Oui, Génial. oui. Vraiment une belle histoire. Ça donne envie de faire la même chose. Aller cogner à la porte des bodegas en Espagne. C'est... Tout est possible, hein? Tout est possible. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on va déguster. J'ai vraiment hâte. Donc, on commence avec le Condado de Asa. Donc, c'est Mhm. Crianza 2017. Oui. Super. Donc, Je el vais juste... Condado, c'est la deuxième bodega qu'ils ont acheté. Puis Oui. c'est la plus proche à la Ribera del Duero. Tu vois, la rivière Oui. du Duero, c'est la plus proche. Et c'est un peu plus haut que Tinto Pesquera, que le domaine de Tinto Pesquera. Et Donc, les donc, vignes sont un c'est... peu plus en haute altitude, c'est ça? Oui, Que... oui, oui. Mais c'est une des principales différences. C'est quand même c'est la même région. Ils sont Oui. comme à 20 minutes l'un de l'autre en voiture, donc pas très loin. OK. Et puis l'âge des vignes, évidemment, elle est différente. Les vignes des Condado de Asa sont plus jeunes. Ça a été Oui. planté après le Tinto Pesquera. Je vais allumer la lumière pour qu'on voit l'étiquette. Je suis encore super clair, il est 7h30. Alors, On aime ça. oui, exactement, on s'en plaint pas. Donc, Alors, celui-là, donc, c'est bon, une crianza. Oui. donc Donc, la prochaine étiquette, ça sera pas du tout la même chose. mais Est-ce que on c'est va très voir. différent? Ça, c'est ce que tu vois dans l'étiquette, c'est l'église de Saint James, proche des Oui, Condado de Asa. On va avoir la même église, mais avec une étiquette un peu plus moderne. ok, génial. J'ai toujours peur au changement d'étiquette. J'aime beaucoup les anciennes étiquettes qui font très traditionnelles. Mais bon, c'est peut-être pas moi le public cible. Non, mais tu sais quoi, moi aussi j'ai eu peur et c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas changé cette année les étiquettes ici, parce que Condado de Asa est devenu un approvisionnement continu. Pour toutes les gens qui ne travaillent pas à la SAC, ça veut dire qu'ils nous achètent à chaque mois, qu'on est sûr d'être dans les magasins, d'être distribués. C'est une grande opportunité, c'est vraiment une opportunité extraordinaire pour nous de pouvoir offrir les vins à chaque mois. Puis c'est tombé, les changements d'étiquette, c'est tombé quand la SAC nous a dit oui, on va l'avoir en emploi continu. Et là, ça fait peur parce qu'il faut vraiment que tu puisses que tu puisses parler avec les succursales, avec les consommateurs. Donc, c'est clair que quand on va amener la nouvelle étiquette, il va falloir faire un lancement. Il va falloir faire Oui, beaucoup de communications avec nos consommateurs, avec les succursales, avec la SAC même, pour que les gens continuent à les reconnaître avec la nouvelle étiquette. exactement. Oui. Si, ça va être un peu plus moderne, mais ils ont gardé l'image de l'église qui a été toujours, depuis le début des étiquettes sur Condado de Asa. Donc, lui, c'est 18 mois chaîne américaine, barrique Ok, de chaîne américaine et 6 mois dans la bouteille. super. Mais tu Donc, vois, ils sont jamais produits un vin jeune. Ça serait une des caractéristiques des vins de la famille Fernandez. donc c'est ça, c'est toujours, ben, c'est assez traditionnel justement des vins espagnols, c'est-à-dire en jeunesse, c'est très agressif, il faut au moins quelques temps de bouteille. Donc dans ce cas-ci, c'est minimum 18 mois, c'est ça? Oui, et 6 mois dans la bouteille. Donc, Bouteille. les vins ont vraiment le temps de bien vieillir, d'être plus prêts.
Puis ça, c'est une des signatures, hein, de garder les vins pendant longtemps, de faire des 100% Tempranillo, puis de les garder un peu. Parce que, tu vois, pour être un client, ça, dans la Ribera del Duero, la règle, je dirais, c'est 200 en total de vieillissement, mais un minimum de 12 mois. Mais nous, on fait 18 mois de vieillissement en barrique au lieu de 12. Donc, un petit peu plus ce qu'ils font les gens normalement. Et OK. puis, évidemment, ça ajoute de la complexité au vin. Et là, j'ai vu, c'est ça, c'est des bouchons de liège. Vous avez gardé les bouchons traditionnels pour ne pas changer aux bouchons soit recyclés ou en plastique. C'est sûr qu'en plastique, c'est moins haut de gamme, peut-être aussi, ça dépend des produits. Et les vins sont non filtrés. Oui. Ils sont vinifiés avec les levures naturelles. Oui. C'est super. Donc, je sais que vous êtes en agriculture éco-responsable, mais qu'est-ce que ça implique vraiment au niveau des vignes, comment ils travaillent au Mais domaine? déjà, je te dirais que ce que tu mentionnes par rapport au filtrage, Oui. ils disent toujours que quand on filtre, ça c'est des philosophies différentes des winemakers. Hein. Et Oui. dans la familia, ils pensent qu'on perd des arômes et on perd, euh, oui, qu'on perd principalement des arômes ou des textures quand on filtre. Donc, au lieu de faire le filtrage, ils font des racking, je ne sais pas comment dire ça en français. Donc, tu passes d'un barrique à l'autre, tu fais des transferts. Et comme Le ça, tu vas. tirage, Et oui. comme, oui. Et comme ça, tu vas arriver à enlever un peu, c'est pas des filtrages, mais tu vas enlever ce qui reste dans les barriques. Donc, Oui. et Mais je en fait, pense en que ça, Alora c'est. aussi, ils font ça. Je pense que c'est une ancienne méthode peut-être moins violente, là, je dirais, pour faire la filtration. Moi, je Mhm. pense aussi que ça donne l'opportunité de respirer plus les vents quand tu fais ces Oui, transferts-là. Mais t'imagines, parce que s'ils font, admettons, entre 3 et 6 soutirages, c'est beaucoup de boulot, hein? C'est oui. énormément de boulot. Oui, puis c'est un peu le principe d'utiliser la gravité. Tu sais, il y a les nouveaux domaines qui sont plus dans l'innovation et tout ça, c'est pas nouveau, mais ça a été perdu quand même. C'était comme un peu traditionnel, mais après, ça s'est perdu parce que justement, ça demande beaucoup de travail. Oui. Ou il y en a qui n'utilisent pas de pompe non plus, donc ils utilisent le système par gravité. Mais Donc, toujours un souci, tu sais, même si c'est plus cher, même si c'est plus compliqué, même, c'est quand tu fais vieillir un vin, les gens normalement ne pensent pas à ça, mais c'est l'argent qui dort. Hein. Pendant longtemps, c'est tu la récupères pas, t'as pas vendu ton vin, mais c'est toujours un souci même si ça coûte cher de produire des vins comme ça, de vraiment garder un niveau de qualité qui soit en garantie, puis qui soit toujours reconnu à travers les générations pour faire des vins qui sont vraiment des qualités, quoi. oui. Alors, donc au nez, j'ai beaucoup de notes florales un peu sauvages, comme fruits des champs. Est-ce qu'il y a des particularités qui reviennent d'un millésime à l'autre du Condado de Asa? Un côté épicé. Je te OK. dirais, des fois, c'est l'eucalyptus, des fois, c'est le poivre blanc. Donc, il a Oui, un côté un peu épicé toujours. Ouais. oui, eucalyptus anisé un peu, très discret, par exemple, c'est pas ça qui domine. Mais c'est Mhm. le côté un peu, c'est ça, un peu, je dirais, wild, un peu sauvage. Donc, les fleurs sauvages, le fruit des champs, c'est très séduisant comme nez, avec un côté fumé aussi apporté par le fût. Mm. Ouais. Et en bouche, on a quand même quelque chose de très fin, très élégant, pas trop boisé. Moi, je dirais comme la soie. Hein, si on Oui, les compare, des fois, on dit que c'est velvet, mais là, c'est la soie, vraiment. tout à fait. Ouais. Vraiment, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus boisé en bouche, mais ça se boit vraiment très bien, ça coule, c'est discret. Et je l'ai quand même mis au frais, parce que tu m'avais dit, c'est ça pour la température, légèrement rafraîchi pour garder cette fraîcheur, justement, pour que ça soit plus facile à boire plutôt que de sentir plus le côté alcooleux. C'est 15% d'alcool quand même, ça se sent pas parce qu'on a une fraîcheur en bouche qui tient le vin. Mm. Mais tu vois, les gens, ils sont très surpris quand on fait des dégustations, quand on faisait des dégustations hein, avant, en personne. Ouais, Et puis les gens, ils disaient toujours, ben, surprenant que c'est un taux d'alcool très élevé, puis que quand même, il a cette, exact.
Donc, c'est une autre des caractéristiques de comment ils travaillent les vins. Mhm. Tout à fait. Super. Et est-ce que tu dirais que c'est plus une cuvée à boire pour le plaisir? Est-ce que tu laisserais vieillir quelques années en cave? Oh oui, ok, Oui. oui, oui. Tu sais, j'ai une anecdote, c'est mes boss, elles sont venues en 2019. On a fait une dégustation pour des journalistes, et puis ils sont apportés Condado de Asa 2002, 2005 et 2010. OK. Et on a fait ça, la dégustation avec eux. Écoute, c'était vraiment surprenant pour moi parce que j'avais jamais dégusté en 2002. C'était ma première fois. Et puis, j'ai rencontré dans tous mes voyages aux États-Unis beaucoup de gens qui ont collectionné des Tinto Pesquera pendant des années. Des gens qui me disent, ah, j'ai en 1982, en 1986. Wow. Vraiment des vieilles millésimes, des collectionneurs très, très sérieux. Mais jamais j'ai rencontré des gens qui collectionnaient le Condado. C'est parce qu'on a manqué de cette partie de communiquer sur le potentiel de ces vins-là. Et Tout à moi, je fait. n'avais pas eu l'expérience parce que ça fait seulement 6 ans. Donc, ça fait quand ils sont venus, ça fait 4 ans que j'étais en train de travailler pour le domaine et je n'ai pas eu la chance de déguster des vieilles millésimes à chaque année, tu vois. Et malheureusement. Et cette fois-là, j'étais comme, waouh, en 2002, c'est vraiment surprenant comment ça Très peut tenir. intéressant. Et c'est très abordable. C'est dans les vingtaines de dollars à peu près. Mais lui, Euh, c'est 27 $. 27, c'est ça. En bas de Oui, 30 dollars. Super. oui. On a Ricardo Vivarelli qui nous dit bonjour. Je ne sais pas s'il est en Italie. Ricardo, est-ce que tu es quelque part en Italie? S'il nous comprend. Alors, sûrement qu'il doit boire du vin italien ou autre chose. Mais justement, il y a beaucoup de maisons italiennes ou même bordelaises qui ont le vin d'entrée de gamme, le petit vin et le grand vin. Et justement, le vin d'entrée de gamme, il peut se garder aussi 20 ans, 30 ans. Même chose avec les Barolo. Les Rosso des Montepulciano peuvent se garder super longtemps. Donc, c'est toujours intéressant. Moi, personnellement, j'aime beaucoup garder les vins. J'essaie de les garder plus longtemps pour voir l'évolution. Justement, les vins ce soir, tu avais suggéré de mettre en carafe le Tinto Pesquera, mais je vais voir comment il évolue dans les prochains jours, même sans carafe. J'aime ça, justement, le fait qu'il soit non filtré, il va évoluer beaucoup dans les prochaines heures et dans les prochains jours. C'est ça que je trouve Ouais. intéressant quand c'est non filtré. Ça nourrit vraiment le vin. On arrive à la fin de la bouteille, puis c'est vraiment le dernier verre qui est absolument fantastique. Tu me Puis, diras, tu me diras oui, comment tu l'as trouvé avec ces jours d'évolution. oui, je vais le redéguster. Oui, vraiment, on a beaucoup de fruits aussi. Vraiment. Encore là, le côté framboise, bleuet, on a les mûres. C'est vraiment comme une explosion de fruits. J'ai le côté un peu fleur séchée, un peu pot-pourri. Et le côté épicé en fin de bouche qui revient, un peu poivré. Donc, ça donne vraiment envie de manger du barbecue, un steak grillé sur le barbecue. Ça doit être Ouais. excellent. Et les tanins sont pas trop agressifs non plus. Ceux qui aiment pas trop quand c'est trop astringent, là, quand ça la sèche la bouche. Oui. Super. Et combien de produits avez-vous à la SAQ au total? Parce que vous avez les produits qui sont plus réguliers, courants, on a les spécialités par lot, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça fait combien d'étiquettes environ? Mais des produits réguliers, on n'a pas parce qu'on n'a pas de volume comme il faut pour faire un produit régulier. Mais on a la Pro Continu, c'est le Condado de Asa, et Dehesa La Granja. Dehesa La Granja, c'était le troisième projet qu'ils ont commencé. Puis ça, c'est une histoire aussi super fun parce que c'est comme une ferme. Donc, OK. c'est là-bas qu'ils produisent de l'huile d'olive, des fromages, chorizo, parce qu'il a les cochons qui habitent là-bas, ils sont des vaches. Donc, la famille a un hôtel dans le cœur de la Ribera del Duero. Et donc, tous ces produits-là s'utilisent dans la cuisine de l'hôtel. Wow, ça Et doit être puis, fantastique. cette place, ils l'ont achetée parce qu'ils voulaient avoir un domaine qui serait hors d'appellation. Donc, ils ont choisi de ne pas être dans une appellation, dans toutes les formalités pour pouvoir garder les vins tout le temps, choisir la meilleure date de relâchement par rapport au règlement de UNDO
mais plutôt quand ils considéraient que les vins étaient prêts. Donc, Exactement. ils ont trouvé cette place qui a 3000 mètres carrés de tunnels. Donc, Wow. tout est souterrain où il peut coucher les vins pendant longtemps. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé ici au Québec aujourd'hui. On a ces vins-là, les DSA, on a les 2014. C'est vraiment fantastique. La cave doit être magnifique à visiter, d'ailleurs. Ouais. Vraiment. Franchement, pour moi, c'est ma place favorite. De Wow. 4 domaines, c'est la place que j'adore. C'est vraiment comme si t'imagines, tu te perds là-bas. Si tu connais pas 3000 pieds carrés de tunnels, il faut quelqu'un qui t'accompagne. Et Absolument. puis, c'est les conditions idéales pour faire vieillir un vin. Ils disent, j'ai rencontré un sommelier aux États-Unis qui m'a dit qu'il avait visité, puis il m'a dit c'est la place où la famille donne le vin au temps, et c'est le temps qui va faire la finition de ces vins-là. Et c'est super beau hein, de le dire. Je ne sais pas si j'ai traduit vraiment comme lui il a dit, si c'est une bonne traduction, mais c'est vrai que c'est le temps qui va arrondir et donner cette complexité à ces vins-là. Et c'est un vin qui à la sac, c'est 21 $. C'est fou. Oui. Euh, et justement, dans la section cellier, parce qu'on voit beaucoup de publicité, c'est les spécialités par l'eau. C'est Oui. justement le prochain vin Tito Pescara qu'on va déguster, qui est Ouais. disponible 2, 3 fois par année, c'est ça? Je dirais plus 2 fois par Deux année. fois? Donc, il a le Tinto Pesquera Reserva, comme celui qui est à maintenant. Et si tu vois, c'est en 2012. Pour 40, Oui. moins que 45 $. C'est vraiment génial. Ils sont Exactement. jamais été fous à mettre des Non, prix, même quand on a beaucoup de prix, médaille, quelque chose de points très intéressant, ils vont jamais à chercher. Ils sont toujours gardés, ils étaient des gens à garder les prix vraiment très c'est stables. génial. C'est génial. Mais même partout en Espagne, je trouve très bon rapport qualité-prix. Oui. Vraiment. Génial. Donc, on va goûter au Tinto Pesquera. Mhm. Il y a Marc-André qui dit demain le steak. Oui, demain c'est vendredi, c'est une bonne idée. Oui. Donc il faut trouver soit du Condado de Asa, Tinto Pescara. J'ai regardé un peu dans le réseau. Je pense qu'il en reste un petit peu des miettes dans le réseau, là, mais il faut vraiment. Oui, il est sur 99 succursales, je pense, mais il reste un, deux bouteilles dans chaque succursale. Il faut vraiment Ok. bien faire la recherche si on voulait trouver. Mais oui, je me souviens, j'avais fait une dégustation, un mini salon de vin, et je cherchais des grands vins espagnols, Ribera del Duero ou Rioja, Reserva, de plus vieux millésimes. Et j'avais vu du Tinto Pesquera et il en restait juste à la SAQ Restauration. Je pense que c'était à Saint-Patrick. Et normalement, il faut être restaurateur pour y aller, mais j'avais appelé, j'avais dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux venir les chercher? Il avait dit, ah, il n'y a pas de problème, mais il faut vraiment vérifier où il y en a, puis se dépêcher parce que c'est ça part vite, avec raison. Oui, donc il a le Tinto Pesquera Reserva, il a le Tinto Pesquera Crianza, qui est plus jeune, Oui, qui arrive aussi 1 ou 2 fois par année. Et OK, ça, c'est les spécialités par l'eau. On a un oui, vin blanc aussi qui est venu seulement pour un événement spécial, qui est fait avec un cépage qui s'appelle Airen, qui oui, est OK. vraiment très, très différent parce qu'il y a personne à la Mancha qui fait 100% Airen. Et puis, Mhm. c'est un cépage qui est un peu oxydative, donc tu peux les garder pendant des années aussi. Et on passe jamais à un blanc d'Espagne que tu peux garder Ouais, pendant longtemps. Donc, oui, c'est vrai. ouais. Je me demandais justement s'il y avait des blancs à la SAQ. Non, parce Euh, que la SAC l'a acheté pour un événement ce qui s'appelle les événements de signature. OK. Il y a en 2019 et après ça n'a pas été racheté. C'est un vin qui quand même parce que les gens d'habitude ils s'attendent à un vin blanc pas cher quand on parle des vins blancs de l'Espagne. Hein. Oui, tout Puis à ça fait. c'est un vin qui se vendrait comme 30 $ à la Plus SAC. haut de gamme. Donc c'est pas la même, c'est pas si facile que ça de convaincre les gens de l'acheter. Donc mais c'est Oui. très très original. Mais Peut-être en d'ailleurs, si ça privé. vient un jour, je t'amènerai pour que tu puisses les déguster. C'est vraiment très Absolument. différent. En importation privée, ça pourrait fonctionner justement pour les restaurateurs, les gens qui cherchent des choses plus particulières. Ça peut être très intéressant. Mais on n'a pas vraiment pensé avec notre agent à visser pour l'importation privée parce que on a une petite production de ça hein, aussi. Donc, c'est pas une des priorités. C'est Oui, plus je de. comprends. Ouais. Hmm. Alors, on laisse ça en suspens, c'est pas. Donc, j'ai carafé une petite partie du vin que je vais déguster après pour comparer. Et là, je viens de verser directement de la bouteille, donc on va voir la différence.
Oui, Et il est très violacé, hein. Même si c'est du 2012, on voit pas du tout d'orangé ou de ambré sur la couleur. C'est encore très rouge violacé. oui. Mon ami Ben, je crois, qui est avec nous. Olivia, si elle est encore là. Olivia qui travaille à la SAQ aussi. Donc, il doit connaître les vins. Oui. Donc, écrivez sur le chat si vous êtes en train de déguster la bière, un cocktail, du vin rouge, toutes ces réponses. Donc, on sent au nez que c'est beaucoup plus fermé, beaucoup plus profond, plus terre, moins fruits floral. On a un côté vraiment plus terreux, je trouve. Mais c'est déjà dans les notes tertiaires, hein, c'est normal, hein, 2012. Donc, tu vas Magnifique. avoir plus, ouais, J'adore, je suis une grande fan. J'adore les Espagnols classiques, justement, que c'est pas juste le bois qui domine, le ouais, fût neuf, le côté caramel, fumé, mais qu'on a justement le côté tabac, cuir et tout ça, avec l'évolution, avec les notes d'évolution, c'est fantastique. oui. Les côtés terreux aussi, hein. Oui, c'est ça, comme les vieux Bordeaux. En fait, Oui. Robert Parker, il avait raison. Il avait pas raison sur tout, mais sur ça, il avait raison. Ok, il adore le fût, hein. Ouais. On le sait. C'est vraiment magnifique. On a aussi beaucoup de fruits confits, de la figue. C'est très, très beau comme nez. J'aime beaucoup. Et j'aurais dû avoir des verres à Bordeaux. Je vois que tu as un verre plus à Bourgogne, plus Ben, en fait, c'est vert. un verre chardonnay, mais qu'on utilise beaucoup Chardonnay. à la maison pour des vins comme ces vins-là. Oui, qui ont besoin de respirer. Oui. Je pense que les gens pourraient, parce que c'est pas tout le monde qui s'achète des différents verres. Non, Je pense que c'est plus quand on est vraiment dans l'industrie. Tu sais, on travaille, puis on sait que ça fait une telle différence. Vraiment, j'aimerais que tout le monde puisse avoir l'opportunité de déguster les mêmes vins dans 3 verres différents et que tu vois absolument. que c'est vraiment l'opportunité que tu les donnes à ton vin de s'ouvrir, de te donner tout. Ça change tout. Les gens y croient pas, hein, mais Oui, c'est vrai. je suis entièrement d'accord. Et Oui, justement, Riedel, qui font des verres assez exceptionnels, pas mal dans les meilleurs verres. Et je pense que c'est un vin italien, mais assemblage bordelais, donc un peu dans le même style, très classique, dans un verre à Bordeaux. ah ouais, C'était justement, j'aurais pu le sentir pendant des heures et des heures. Et juste dans un verre Riedel à ouverture comme ça, il sent déjà très très bon. Donc j'imagine dans un verre plus ouvert, ça doit être fantastique. oui. Ouais. Ah ben, la Riedel, c'est top, hein. C'est vraiment super. Nous, c'est juste parce qu'on a plus d'espace, mais on a plein de verres, hein. Mhm. Wow. Je suis vraiment surprise à quel point c'est ouvert et souple en bouche pour du 2012, avec une longueur infinie. Ça, c'est un vin d'émotion. J'aime vraiment beaucoup. Ça, je te dirais que dans mon expérience, parce qu'après, une chose, c'est quand tu reçois ton training, et puis après, c'est que tu fais l'expérience en dégustant différents millésimes. Et tout à l'heure, tu me posais la question, ça serait quoi typique des arômes, Oui, des contadors? Puis je te dirais, avec les vins, c'est que les vins sont très longs, hein, toujours. oui, C'est vraiment, ils sont des complexités, ils sont très longues. Tu peux continuer à parler après que tu as avalé, puis il est là, toujours. Et c'est exactement. ça les vins qui vont te donner, comme tu dis, une émotion, parce que c'est tellement, pour moi, c'est un des signes de qualité. Oui, Ben, c'est sûr que j'ai vin ces vins-là, mais quand je déguste un vin, puis que ça reste pendant longtemps. Ah, tu vois, l'arc, c'est fun, oui. c'est une autre histoire. C'est parce que cet arc, il existe à l'entrée de le village qui s'appelle Pesquera. Parce qu'en fait, ils sont appelés les vins Pesquera parce qu'ils voulaient honorer les villages où Alejandro Fernandez et Esperanza Rivera, donc les fondateurs de la compagnie, ils sont nés. Donc, c'est à cause de ça que ça s'appelle Pesquera. Et puis, quand tu rentres au village, tu vois l'arc. Donc, ils Wow. l'ont reproduit, ils ont reconstruit l'arc dans les domaines. Quand tu arrives au domaine, tu vois les mêmes arcs qui existent au village. Et c'est ça que tu vois dans toutes les bouteilles. C'est engravé aussi Mhm. sur la bouteille. Magnifique. Vraiment, justement, tu parlais de la texture, de la longueur. Et dans notre jargon de sommelier, là, je sais qu'il y en a qui parlent beaucoup de
du côté un peu plus vertical, à la place d'être horizontal, donc à la place d'être joufflu, un peu plus sur la rondeur, c'est vraiment plus sur le côté linéaire, sur le côté, c'est ça, c'est de la dentelle, c'est du satin, c'est très long, c'est très délicat. Oui. Mais en même temps, il y a toute la puissance, donc c'est vraiment, c'est tout en même temps. Et j'imagine après quelques heures d'ouverture aussi, ça va être encore meilleur. Mais très surprise du côté justement très souple du millésime. Peut-être que c'est le millésime aussi. Je sais pas. Dans d'autres millésimes, il doit être un peu plus Mais je plus te important. dirais que dans mon expérience de ces 6 ans d'avoir dégusté plusieurs millésimes, c'est plutôt toujours comme ça. Un Tinto Pesquera, c'est toujours comme ça. Génial. Puis t'imagines, les vins, ils sont super différents. Ça nous arrive des fois ici, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas toujours les mêmes millésimes en même temps, de la mise à marché sur les succursales. Mais ça m'est arrivé aux États-Unis d'avoir les mêmes millésimes de Condado et des Tinto Pesquera. Oui. Puis c'est vraiment, tu sais, quand tu penses, c'est la même personne, la même famille qui les fait. Il suit exactement, si tu compares deux clients, ça c'est 18 mois en barrique américaine, 6 mois dans la bouteille. C'est la même région, la Ribera del Duero. Mais les mix des soils, des terroirs, sont Oui, oui. tellement, c'est tellement différent, les sols, euh, que ça produit des vins, même si tu suis comme une recette et tu es en train de suivre, bon, je vais faire 18 mois et tout ça. Ça et l'âge des vignes, ça fait deux Oui, vins qui elles sont chaudes, avec hein. des personnalités complètement différentes. C'est ça Est-ce, qui est merveilleux. est-ce que sur le domaine, parce que je pense qu'ils ont aussi été affectés par le phylloxéra il y a plus longtemps, là, mais est-ce qu'il y a des vignes qui sont centenaires ou ils replantent à chaque 60 ans? Non, je pense que les vignes les plus âgées doivent avoir une cinquantaine d'années dans Tinto Pesquera. Et peut-être un peu moins parce que maintenant, ça fait 46 ans qu'ils sont commencés à produire. Donc, il restait peut-être quelques vignes d'avant, mais pas beaucoup. C'était plutôt ce qui sont plantés eux. Je le compare avec la carafe. Ah, ah, oui. Étonnamment, le nez, il est plus fermé que sans la carafe. C'est étrange. Je Ah, pensais que ça ouais. faisait oui. Mais c'est une carafe qui est immense, alors peut-être que le vin s'est perdu un peu dedans. Mais un côté un peu plus floral, je trouve. Il y a beaucoup de cerises aussi, la cerise rouge. Confit, j'imagine. C'est plus comme des fruits rouges confits. Oui. Oui. Mm. Je préfère sans la carafe. Ah, oui. Oui. Parce que là, le vin, il souffle beaucoup, mais j'aimais bien le fait que dans la bouteille, ils sont un petit peu plus serrés. OK. Euh, c'est différent, très différent. Et entre les deux vins, lequel que tu Oui. préfères? Entre les deux, c'est très différent. Le condado, je l'adore justement pour les soupers, les barbecues. C'est vraiment quelque chose que j'amènerais les yeux fermés chez des amis pour n'importe quand. Tinto Pescara, vraiment dans mes top 20, dans mes top 20, dans tous les types de vins que j'ai bu dans ma vie. Et je suis une grande Mhm. fan de Bordeaux. Oui, c'est vraiment mon style. On tombe vraiment dans ma palette. Euh, Moi aussi, j'adore les Bordeaux. Hein, je t'ai dit que j'ai travaillé en train de coordonner la campagne des Bordeaux Primeur à la SAC. J'ai fait ça, je te dirais, 5 mois d'une année. On travaillait beaucoup on se concentrait vraiment sur les Bordeaux. Puis on a eu la chance d'acheter, quand je travaillais à la SAC, on a acheté beaucoup de 2005, de 2009 et de 2010, des wow. super millésimes de Bordeaux. Puis quand on était parti en Floride, on pouvait pas amener les vins avec nous parce qu'il fallait que tu repayes les taxes là-bas. Plus les transports et tout ça. Donc, on a tout laissé ici, dans une petite cave qu'on a à côté de notre garage, qui a une bonne température et tout. Et puis, c'est dernièrement qu'on a ouvert dès 2005 un château Clinet. On l'a ouvert la semaine passée. Wow. Et c'est vraiment des vins que moi j'adore. Mon mari est français. Mais on adore le Bordeaux. On est très, très Bordeaux. Nous, c'est vraiment des vins parce qu'ils sont classiques. Par Exact. contre, les Bordeaux très modernes, comme ça, non, c'est pas nous. C'est pas ce qu'on Donc, préfère. Mais comme on toi, commence.
Oui, on En a ça en espérant qu'on commun. aura la chance de s'ouvrir une de ces bouteilles ensemble quand tout ça Absolument, avec grand va être plaisir. normal. Oui. Vraiment, et je croise pas tant de gens. Il y a des gens aussi qui peut-être ont des jugements sur Bordeaux, justement parce que c'est peut-être plus classique, qu'il faut attendre plus longtemps en jeunesse et tout ça, mais ça dépend vraiment des producteurs. Boisé, pas boisé, bio, pas bio, il y a de tout, là. Il y a du Merlot, du Cabernet Sauvignon. Donc moi, c'est vraiment une région que j'aime beaucoup, mais c'est dans toute l'élégance des vins, c'est ça que j'aime, autant de la Ribera del Duero ou des grands Rioja et tout ça. Ouais. C'est pas le côté boisé, c'est plus le côté dans la texture, l'élégance de la texture du fruit et tout ça. Tu es allé à Rioja, n'est-ce pas? Tu étais là-bas? Oui, il y a 2 ans, j'ai Ah, voulu arrêter dans la Ribera del Duero, mais j'ai manqué de temps. Mais ce n'est que partie remise parce que j'ai vraiment tombé en amour avec l'Espagne. Mais bon, on sait que juste 4-5 jours pour visiter une appellation, c'est pas beaucoup. non. La Ribera, c'est immense, comme tu le sais. C'est sur 3 sous-régions différentes. Donc, juste la Rioja, j'aurais pu rester un mois facile pour Ah, visiter toutes les oui. Rioja et tout ça. Donc, mais ça m'a donné un bon avant-goût de l'Espagne. Mais c'est vraiment la Rioja, tu vois, l'appellation de la Rioja a été reconnue en 1927. Donc, comparé à la Ribera del Duero, formellement reconnue, il y a une différence tellement Oui. énorme et de tellement des années que c'est une des raisons pour lesquelles je pense que la Rioja est beaucoup plus connue que la Ribera del Duero par la plupart des gens. Parce que ça fait longtemps qu'on Absolument. écoute les noms et qu'ils ont fait des campagnes de publicité, vraiment chapeau. Hein. Ils ont vraiment travaillé beaucoup les campagnes de publicité. J'ai eu la chance de rencontrer un des organisateurs des campagnes de la Rioja en Angleterre. Puis c'était OK. vraiment un gars super intelligent, un gars vraiment un visionnaire. Puis c'est des gens comme lui qui ont amené la Rioja à être super connu partout. Donc c'est des fois, j'arrive aux États-Unis et les gens ils pensent que les vins que je vends sont de la Rioja. Et je dis non, non, c'est parce que le Tempranillo existe ailleurs qu'à la Rioja. Hein. Oui, C'est aussi, j'ai l'impression que Ribera del Duero, corrige-moi si je me trompe, mais peut-être plus connu pour ses vins plus haut de gamme, de garde, classiques, que la Rioja, il y a de tout. Il y a le très cheap, bon, que là-bas, ils vont payer 5 euros, et il y a les grandes bodegas qui sont connues et tout ça. Mais il y a vraiment de tout, et je trouve qu'on n'a pas ici, et que peut-être que c'est mal communiqué, ou que parce que quand on pense Rioja, on pense soit au vin de restaurant qui est vraiment pas cher, qu'on va payer 5 dollars le verre. Même en Espagne, dans la majorité des restaurants de tapas, c'est pas le haut de gamme. Et non, eux-mêmes ne boivent pas tant de vin, ce qui est vraiment surprenant. Ils boivent la bière, les gin tonic. c'est vrai. Et tous les producteurs qui font des vins de microclimat, de parcellaires et tout ça, ce qu'on appelle les boutiques winery, sont vraiment moins connus et qui Oui. font de petits volumes et tout ça selon le terroir, les climats. On dirait qu'ici, on connaît pas. C'est soit les très grosses bodegas ou le Rioja qui est plus cheap, plus entrée de gamme. Mais il y a beaucoup plus de production aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de hectares qui sont plantés à Rioja. C'est une région qui est beaucoup plus grande que la Ribera et beaucoup plus plantée. Donc, Mhm. c'était vraiment, ça s'est caractérisé depuis le début par des domaines qui sont très grands, donc il y a beaucoup plus de volume. C'est un autre style. La Ribera del Duero est restée dans des petites familles, tu sais, des petites propriétés, des familles, donc c'est un autre style, puis et le volume, exactement, c'est le volume, c'est vraiment très différent. Les Oui. climats aussi, si tu compares les climats entre la Rioja et la Ribera del Duero, sont deux climats vraiment très différents. Donc les raisins, évidemment, ils vont s'adapter, ils vont réagir, évoluer et Oui. produire de différents vins dans un climat que l'autre, même s'ils sont proches, hein, ça doit être 1 heure en conduisant de l'un à l'autre. Mais c'est vrai qu'ils ont fait un sacré boulot de marketing et c'est comme ça que c'est connu un peu partout. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai très hâte. Merci, tu nous donnes envie d'aller visiter le domaine qui a aussi un hôtel et tout ça. Donc, ça a l'air vraiment fantastique à visiter. On va ouvrir la période des questions. Il nous reste déjà juste 5 minutes. Donc, si vous avez des questions, écrivez sur le chat. On a Max, mon ami Max Mequet, qui est chroniqueur en vin, qui vient de nous rejoindre. On a Marc-André qui a une question. Un jeune plant est-il meilleur dans sa pureté ou est-il trop pur? Je pense qu'il veut parler des jeunes vignes. Donc, est-ce que ça serait, est-il meilleur dans sa pureté ou est-il trop pur?
Une vigne? Oui, un jeune plant, donc une jeune vigne. Ah, une vigne, oui, oui, oui. Mais écoute, il y a différentes philosophies. Et moi, je dirais que j'ai écouté parce que je n'ai pas. Je vais te donner l'exemple de Alvaro Palacios, qui est super connu ici au Québec aussi. Je l'ai écouté parler Oui, des vieilles vignes, puis lui, il explique que les vieilles vignes sont capables, ils ont beaucoup plus d'expérience pour la production, ou aller chercher l'eau et tout, et que oui, c'est à cause de ça qu'il peut produire des vins très complexes. Après, si tu vas par exemple en Australie, ils vont te dire que c'est pas vrai. Que les vignes très jeunes, ils peuvent produire, parce qu'en Australie, ils n'ont pas de vignes partout, centenaires, comme ça pourrait oui. être à Bordeaux, comme ça pourrait être en France, en Espagne. Donc, c'est des différentes philosophies, mais si on suit ce qu'il disait à Alvaro Palacios, il dit que définitivement, une vigne qui est plus âgée, qui a plus d'expérience, va produire de meilleurs vins qu'une vigne très jeune. C'est peut-être comme nous, hein? Oui. On devient meilleur. Ou pas, avec le temps. Ou pas, oui, c'est vrai. Mais justement, un producteur que j'avais visité dans la Riora, les jeunes vignes vont donner tout de suite beaucoup de fruits en jeunesse. Il va être très accessible. Donc, il y en a qui vont préférer les Riora qui sont jeunes, qui sont pleins de fruits, qui sont vibrants. Et les vieilles vignes, si, mettons que c'est le Pesquera, si on compare, ils vont demander un peu plus de temps. On va les ouvrir et on va les trouver fermés, plus timides. Donc, il y a ça aussi. Ça dépend comment on aime nos vins. C'est pas tout le monde qui aime les vins plus évolués. Mais c'est ça la beauté hein, du vin que tu peux trouver pour tous les goûts. Exactement. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. Mais on a vraiment une belle comparaison des deux styles. Et pourtant, quelques années de différence, mais on est en 2017-2012 sur deux terroirs différents, avec le Crianza et le Reserva. C'est super intéressant de comparer les deux côte à côte. Donc, je vais voir s'il y a d'autres questions. Sinon, je vais annoncer mon prochain atelier. Donc, ça va être le 7 mai. Et c'est toujours avec les vins de Familia Fernandez Rivera. On va avoir deux vins qui sont disponibles à la SAQ, Mhm. dont le Condado de Asa. Et on va faire, je vais faire un atelier vraiment sur le Tempranillo, sur toutes les caractéristiques du cépage et un aspect dégustation aussi un peu plus technique pour que ça soit un atelier éducatif. Donc, on va analyser les deux vins. On va parler aussi beaucoup d'accords mets et vins, qu'est-ce qu'on mange avec les vins au niveau des accords. Je vais répondre aussi à toutes vos questions concernant soit le domaine, le type de cépage et l'élaboration des vins. Donc, c'est le 7 mai, ça va être de 7h30 à 8h30. Ça se fait sur Zoom. J'ai 30 places de disponibles pour participer à l'atelier. Normalement, c'est 25 par personne et les vins sont en supplément. En fait, je vous donne la liste des vins pour que vous puissiez aller vous les procurer à la SAQ. Mais ce soir, je mets les billets en vente à 15 donc à 10 de rabais. Et je vais faire la vente jusqu'à dimanche à minuit. Donc, vous avez jusqu'à dimanche, jusqu'à minuit. Je vais mettre le lien pour se procurer les billets dans les commentaires. Donc, merci à tous d'avoir été parmi nous. Merci pour vos questions. Véronica, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très, très intéressant. On aurait pu en parler pendant des heures et des heures. Très heureuse d'avoir redégusté les produits que j'aime beaucoup. Merci de partager toutes tes connaissances, ta passion aussi pour les vins d'Espagne, pour la Ribera del Duero. Puis, Merci à toi pour l'invitation. Et on va avoir un petit cadeau hein, pour ton oui, je l'ai pas atelier. mentionné. C'est vrai, tu as Euh, raison. Donc, gracieuseté de la famille Fernandez Rivera. Donc, ça va être un certificat de 100 du restaurant Ibericos à Montréal, qui sont spécialisés en tapas et cuisine espagnole. De la très, très bonne paella et c'est sûr, plein de tapas. Ils ont justement le jambon d'Espagne qui est fantastique. Je sais pas qu'est-ce que tu aimes manger sur le menu, mais bon, tout, tout est bon, tout. tout est bon. Mais c'est un chef très jeune. C'est un chef et sa femme Adriana et Aysam. Et ils Oui, sont des Vénézuéliens. Et puis lui, peut-être que vous l'avez vu déjà parce qu'il était à la télé invité partout avec Valine Orsini, avec Curio Béjean. Il est invité partout. Il est super ah, bon, wow. vraiment. Ah oui, 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 il est extraordinaire. Donc, Je l'ai rencontré, je l'ai mangé, je pense, l'été passé, quand on était déconfinés, dehors sur la terrasse avec le pan con tomate traditionnel, oh,
le pain avec l'ail, la tomate et le manchego, les olives. C'était fantastique. Donc, un certificat cadeau que je vais faire tirer après l'atelier, donc le jour de l'atelier, c'est un certificat cadeau de 100 $ donc pour 2 personnes. Donc, très généreux de la part de la maison pour que vous puissiez apprécier les vins de la maison avec la cuisine espagnole. Donc, merci beaucoup. Puis, on se revoit très bientôt. Bonne fin de soirée. Bye Ciao. bye. Merci. Bye.